Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social avec le cabinet Eurocompta Analyse, représenté par Gérard Lejeune, sur le sujet du calcul de la participation sous l'angle de la négociation de la participation. Donc un peu le champ, l'objet de dialogue social que recouvre la participation, de façon directe ou indirecte. Et c'est le sujet de ce matin, sachant qu'on avait déjà... Alors attends, je la mets en petit écran, on va la reparler. Sachant qu'on avait déjà abordé le sujet avec toi, Gérard, il y a à peu près un mois et demi, sous l'angle, cette fois, de l'optimisation et des travers qu'il y avait parfois dans certaines entreprises à faire de l'optimisation fiscale et les incidences que ça avait sur le calcul de la participation et donc comment calculer ça, etc., avec un certain nombre d'actions et notamment contentieuses qui a été amené par cela. Donc, ce matin, on va plus à froid, on va dire. Hein, il va pas ça forcément pas. Il en sera question, mais ça sera pas le sujet. C'est pas l'optimisation fiscale et les conséquences sur le calcul de la participation. C'est en quoi intrinsèquement, la participation au bénéfice, c'est un objet ça se négocie. Et dans quel cadre ? Et avec le fondement de ce matin, de cette matinée, on parle beaucoup de partage de la valeur. Un peu, voilà, il y a une loi sur le partage de la valeur avec les décrets d'application qui ont été produits. Pour autant, on peut partir du principe que le partage de la valeur, ça commence peut-être par la participation en dur, la participation au bénéfice, qu'est-ce que ça veut dire ? Et à partir de là, on peut dérouler le fil, la pelote du partage de la valeur, mais le point de départ, ça c'est le postulat de ce matin, c'est quand même le calcul de la participation et ce qui va avec. Donc, merci à Eurocompta Analyse de porter le sujet. Merci à Ingrid Zillo. Toi, tu es délégué syndical CFDT chez Optorg. Tu avais eu l'occasion d'intervenir, toi, précédemment, dans un live qui n'était pas du tout sur le sujet de la participation, mais sur le sujet des seuils qu'on a fait il y a 10 jours, une dizaine de jours. Pierre Avet, toi aussi, tu as eu l'occasion d'intervenir sur un tout autre sujet. C'était dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale, dans le cadre d'un live organisé sur l'épargne salariale avec AXA Santé Collective. Toi, Pierre Avet, tu es ancien DRH et tu es le délégué général de Fondact, l'association Fondact, qui regroupe des entreprises, des acteurs du partage de la valeur, on va dire au sens large, hein, et comment vous mettez ça en débat et c'était vos 7e rencontres, pas plus tard que hier, où vous organisez ça à Paris. Donc, et on attend. Je te laisse à 9. Pardon ? Non, je te laisse à 9e rencontre. Excuse-moi, 9e, ok. Et on attend qui va nous rejoindre Alban, qui représente Scamori, qui représente la CGT Banque Assurance, la Fédération Banque Assurance, et que je vais récupérer au vol. En tout cas, moi je suis Rodolphe Elderlé, je suis le responsable de Miroir Social. Je vais avoir le plaisir d'animer cette petite matinée. Bienvenue à vous dans la salle. N'hésitez pas à en profiter pour poser des questions, réagir surtout, nous partager en ambiance chez vous sur le sujet qui nous concerne ce matin, pour rebondir, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à profiter du chat et des interactions que ça va pouvoir susciter. Donc, on va commencer tout de suite. Gérard, donc, je vais te laisser dérouler un peu le décor comment tu le vois, et avec cette notion de pédagogie, moi en préambule, et après je ne vais pas être plus long, je pense que quand on parle de participation, on parle d'un certain nombre d'indicateurs, d'éléments qui rentrent dans la formule, dans la calcul, etc. Et que ces indicateurs, ils méritent pédagogie parce que les salariés, ils ont un intérêt à comprendre comment fonctionne l'économie de leur société, les tenants et les aboutissants.
et que ça concerne les élus, mais également l'ensemble des salariés, et que ça, il y a une dimension pédagogique. Alors on dit que c'est complexe, c'est rébarbatif, que c'est bon bref. Pour autant, il y a une dimension pédagogique à porter, et bon, on va voir ça ce matin. Avec toi, Gérard, à toi la main. Merci Rodolphe. Alors bonjour à toutes et tous. Voilà, donc Gérard Lejeune, je suis expert comptable et commissaire aux comptes, spécialiste de ces questions d'économie de l'entreprise et de pédagogie de l'économie de l'entreprise, entre autres pour des missions pour les CSE, et en particulier également une spécialité sur la technicité de la participation et des autres outils de partage de la valeur. Voilà, donc on a un petit quart d'heure, il est 9h40, hein, donc voilà, on va essayer de comprendre effectivement ces notions essentielles au dialogue social au sein des entreprises. On parle de partage de la valeur. Rodolphe vient de nous le dire, une loi récente du 30 novembre 2023, applicable au 1er décembre, hein, il y a des décrets d'application qui sont en cours et d'autres qui sont encore attendus, permet aujourd'hui effectivement un dialogue sur le partage de la valeur. Alors, et cette loi, elle est très positive puisqu'elle étend même cette notion de partage de la valeur aux entreprises de moins de 50 salariés, hein, de 11 à 49. Hein, il y a de nouveaux outils. Hein, c'est une disposition que je trouve très positive du législateur et qui induit effectivement un dialogue dans les petites et moyennes entreprises qui sont importantes dans le tissu économique français pour qu'il y ait justement ce dialogue. Et la loi nous parle du partage de la valeur, celle créée en cours de vie sociale, hein, la valeur, le bénéfice de l'année, sa répartition, etc., mais également de la valeur de l'entreprise. Hein, voilà. Comment partage-t-on la valeur de l'entreprise et comment associe-t-on éventuellement les salariés au partage de cette valeur? Donc ce mot partage de la valeur, on parlera de la prime de partage de la valeur qui a été aussi, je dirais, pérennisée par la loi. Elle permet effectivement d'associer les salariés à plusieurs niveaux de partage. Alors, tout commence effectivement par la nécessité de comprendre, hein, pour les élus, de comprendre pour faire comprendre aux salariés. Voilà. Puisqu'effectivement, l'essentiel est de comprendre l'économie de l'entreprise. Hein. Bon, une entreprise, hein, c'est la combinaison d'un capital investi et du travail des salariés. L'entreprise doit produire, vendre et gérer. Et dans la réalité économique de la vie des entreprises, l'entreprise, elle va réaliser un chiffre d'affaires. Hein, c'est une notion que tout le monde conçoit. Le chiffre d'affaires, c'est la sommation des ventes au cours d'un exercice. Mais pour réaliser ce chiffre d'affaires, l'entreprise va avoir des consommations externes, hein, des consommations intermédiaires, les deux termes peuvent s'employer. C'est-à-dire pour faire une production, on a besoin de matières premières, on a besoin de loyers, on a besoin de charges, d'achat et de charges externes pour réaliser cette production. Donc c'est en fait tout ce que l'entreprise va consommer, évidemment, en amont de sa propre activité. Donc la différence entre ces deux termes, hein, on est au cœur de l'économie de l'entreprise, représente la valeur ajoutée. Ce que j'ai vendu, mon chiffre d'affaires, moi, toutes mes consommations pour réaliser cette vente. Et cette valeur ajoutée, voilà, elle représente effectivement entre guillemets, le revenu économique, hein, le gâteau qu'il faut partager entre les facteurs de production. Alors, ce partage entre les facteurs de production va amener à ce que la valeur ajoutée rémunère le capital. Hein, il n'y a pas d'entreprise sans capital investi. Hein, il y a une décision d'investir un capital. Ce capital, il peut être amené par des actionnaires ou il peut être amené par des prêteurs. Donc, ce capital investi, il va rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes, il va rémunérer les prêteurs sous forme d'intérêts. Bon.
Le deuxième facteur de production est essentiel dans la vie économique, c'est le travail apporté par les salariés. Donc les salariés sont rémunérés avec des salaires directs et des salaires indirects, hein, c'est ce qu'on appelle les charges sociales patronales. Donc cette valeur ajoutée rémunère à la fois le capital et le travail, et il va falloir aussi rémunérer les collectivités publiques, les collectivités locales, territoriales, sous forme d'impôts. Il va falloir aussi préparer l'avenir, etc. Donc ce schéma de compréhension de la valeur ajoutée est au cœur de ce que les élus pourraient s'approprier pour faire comprendre aux salariés l'économie de leur entreprise. Et ce concept de valeur ajoutée, on va le retrouver dans la formule de la participation. Alors, si on peut aller à la diapo 3, Rodolphe, voilà. Alors, dans cette participation, reviens à la 3 peut-être, parce qu'on est passé sur la 3. Voilà, alors, dans les éléments de rémunération des salariés, hein, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce qui est au cœur du dialogue social, on a évidemment les salaires et traitements, hein, voilà, donc les charges sociales, les éléments de rémunération indirecte, les retraites, la protection sociale, le chômage, etc. Et puis on va avoir des compléments de rémunération possibles, alors, sous forme de participation, hein, 1967, intéressement, 1959, voilà. La prime de partage de la valeur, qui est pérennisée par cette loi du 30 novembre, voilà. Et puis d'autres outils de partage aussi de la valorisation de l'entreprise à travers l'actionnariat salarié, à travers l'épargne salariale, à travers un nouveau dispositif qui va être créé par la loi, qui est le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Et puis dans la rémunération, on peut inclure aussi les avantages sociaux, des CSE, hein, qui sont aussi un revenu indirect. Alors, si on poursuit, hein, donc c'est Rodolphe qui fait passer les diapos, voilà. Participation, c'est un des joyaux du système social français, hein, qui est créé en 1967. À l'époque, on partait du partage, la participation aux fruits de la croissance. On était dans l'époque des 30 glorieuses. Voilà. Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans cette période économique bénie. Bon, mais on a cette formule de participation qui reste et auquel, effectivement, les salariés et les Français sont attachés. Alors, elle a été créée donc par un gouvernement du général de Gaulle et elle provenait des thèses, hein, du catholicisme social qui, dès la fin du XIXe siècle, hein, on cite toujours l'encyclique papale Rerum Novarum de 1891, qui nous disait déjà à l'époque à qui appartiennent les profits des entreprises. Ils n'appartiennent pas qu'aux patrons et aux actionnaires, il faut les partager aussi avec les salariés. Nicolas Sarkozy, en pleine crise financière, avait affirmé effectivement qu'il fallait que les profits des entreprises soient répartis en 3 parties, hein, un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés et un tiers pour l'État. Donc on a des systèmes qui se sont développés au fil du temps et qui sont extrêmement intéressants pour associer les salariés aux résultats des entreprises. Alors, Rodolphe, si tu peux mettre la diapo suivante, parce que je ne vois pas le bouton pour les faire passer. Alors, par rapport à ces mécanismes, hein, et par rapport au rôle du CSE, hein, puisque Miroir Social s'adresse principalement à des représentants du personnel, hein, il faut bien comprendre qu'on a 3 acteurs fondamentaux. Tout en bas de l'écran, on a autour des comptes de l'entreprise, hein, qui vont permettre de suivre la création de valeur, hein, dans un exercice. On a l'entreprise qui, avec son propre EC, c'est expert comptable, fait les comptes de l'entreprise. Bon. Les comptes, dans la loi française, dès que l'entreprise est importante, sont contrôlés par un commissaire aux comptes qui, lui, est nommé par les actionnaires. Les associés, les actionnaires, mandatent un commissaire aux comptes qui va contrôler ces comptes et qui va faire des réserves ou pas sur ces comptes, voilà, qui va obtenir des corrections. Et ce qui est intéressant dans le système social français, c'est que dès l'origine des CE, qui sont devenus CSE en 2017, le CSE peut se faire assister d'un expert comptable qui, lui,
va aider les salariés à comprendre effectivement l'économie de l'entreprise. Et cet expert comptable peut intervenir pendant plusieurs missions prévues par la loi. Il va intervenir pour la situation économique et financière de l'entreprise, il va intervenir pour la politique sociale, pour les orientations stratégiques, et il peut intervenir également sur la question de la participation. Alors, voilà, si on va à la diapo suivante, voilà. Alors, pour la participation, rapidement, parce que c'est assez technique, le Code du travail prévoit que le CE peut se faire assister par un expert comptable pour vérifier le calcul de la participation. Voilà. Alors, bon, on a discuté avec Pierre, quand ça se passe bien, qu'il n'y a aucun problème, etc., bon, est-ce qu'il faut faire appel à un expert comptable? Moi, je pense que cela peut être utile, pas tous les ans, etc., voilà. Mais on relève souvent qu'il y a des erreurs de calcul dans le calcul de la participation. Voilà. Là, je viens de faire une mission dans une filiale d'un grand groupe du CAC 40, donc cette société, qui fait environ 300 salariés. Bon, ils font les calculs de participation. Il y a un service comptable qui est commun à des centaines de filiales. On a fait une mission, on a relevé des erreurs techniques, et la direction nous-mêmes nous a remerciés. Nous a dit, votre travail pour cette filiale va nous servir à corriger des erreurs. Ils avaient oublié de réintégrer dans la valeur ajoutée la C3S. Il y avait des erreurs de calcul dans le C de la formule. Le C de la formule, les provisions ayant supporté l'impôt à la clôture précédente. C'est un peu technique. Voilà. Et effectivement, même dans cette société où il y a des commissaires aux comptes, personne n'avait eu ces petites erreurs qui ont des incidences plus ou moins importantes. Alors cette formule, là, c'est une véritable philosophie sociale, puisque à l'époque, le législateur s'est dit on va prendre le B. Le B, c'est le bénéfice. On prend le bénéfice fiscal parce que c'est lui qui est le plus cadré en France. Il est cadré par le Code général des impôts. Voilà. Le bénéfice fiscal, on va lui déduire 5% des capitaux propres. C'est-à-dire que les actionnaires ont mis de l'argent, il faut que les actionnaires soient rémunérés. Il faut rémunérer le capital à 5%. Vous voyez, aujourd'hui, dans une malheureuse excessive financiarisation de notre économie, les marchés financiers vont parfois utiliser des rendements de 15-20% qui sont hors de la réalité économique, de la croissance et du développement de la productivité. À l'époque, on s'était dit, bon, un actionnaire veut créer une entreprise, s'il met son argent dans la caisse d'épargne et qu'il ne fait rien, qu'il est rentier, il va avoir 3%. Il est normal que s'il prend un risque économique, on lui donne effectivement un rendement de son capital qui rémunère ce risque économique. Et ce bénéfice diminué d'une juste rémunération des actionnaires, on va le rapporter à la valeur relative des salaires en regard de la valeur ajoutée. Voilà. Tous ces termes-là sont définis très précisément dans le Code du travail, etc., etc. Alors, il est intéressant de noter, et on est au cœur de débat, que le Code du travail prévoit effectivement la possibilité d'avoir une formule dérogatoire. Beaucoup d'entreprises en France ont une formule… Excuse-moi Gérard, je te coupe. Je me permets de relancer, de ramener une question d'Anthony qui dit s'il n'y a pas d'actionnaire, qu'en est-il de la formule légale, que deviennent les 5%? Alors, une entreprise sans actionnaire, il évoque par exemple, Anthony, une association fiscalisée. On va prendre effectivement les fonds propres de l'association. J'ai déjà fait des missions dans des grandes associations qui emploient des ingénieurs, qui font des certifications qualité. Dans les associations, il n'y a pas d'actionnaire, mais il y a des fonds propres. Et on va aussi considérer que les fonds propres, on les appelle les fonds associatifs, doivent avoir un rendement pour permettre la pérennité de l'association. Là, en l'occurrence, c'est une entreprise mutualiste, donc peut-être avec la notion de fonds propres, elle est claire. Alors, dans une entreprise mutualiste, il y a aussi des capitaux propres, même s'il n'y a pas de actionnaire. Le capital, il appartient aux sociétaires. Voilà. Les banques mutualistes, par exemple, voilà. Moi, je suis à la Banque Populaire. Le capital de la banque est détenu par les clients, mais il y a quand même une participation qui se calcule pour les salariés avec des règles particulières. Alban nous en parlera, puisqu'il est dans la banque. Effectivement, il y a une formule spécifique pour la banque et l'assurance. Voilà. Okay. Alors,
ce qui est intéressant de noter, c'est que le Code du travail prévoit la possibilité d'avoir une formule dérogatoire de participation différente et pouvant améliorer la formule légale. Alors, dans cette formule, effectivement, dérogatoire, on va pouvoir améliorer la participation dans un dialogue social, effectivement, à condition bon, d'attribuer, bien sûr, le minimum qui est la formule légale. La formule dérogatoire ne peut qu'améliorer la formule légale. Voilà. Alors, si on va à la diapo suivante, Rodolphe, hein, voilà. Sauf dans les moins de 50. Sauf dans les moins de 50. Ah, effectivement, c'est tout à fait nouveau, hein, c'est vraiment novateur. On a une possibilité maintenant, dès lors que le bénéfice fiscal représente au moins 1% du chiffre d'affaires, l'employeur devra mettre en place une participation. Donc, on amène les salariés, les millions de salariés qui sont dans les petites et moyennes entreprises de moins de 5 ans, on va les amener à s'intéresser aux résultats de l'entreprise et à la répartition de ces résultats. Alors, est-ce que là, par contre, on peut pas aller plus rapidement là-dessus? Enfin, je te laisse, juge, mais parce que le temps tourne. Est-ce que là-dessus? Oui, alors comme on a commencé presque à 45, j'ai jusqu'à 9 heures, j'avais noté. Hein, donc, bon, alors, vas-y, bon, vendu pour 9 heures. Alors, bon, il y a effectivement un maximum de participation possible, hein, que l'entreprise applique une formule dérogatoire. Bon, on peut donner effectivement jusqu'à la moitié du bénéfice comptable, le bénéfice comptable diminué de 5% des capitaux propres ou le bénéfice fiscal diminué de 5% des capitaux propres. Alors, on peut prendre la formule la plus élevée qui a un maximum de participation parce que cette participation, elle elle supporte un forfait social, bien sûr, mais elle ne supporte pas toutes les charges sociales des salaires. Donc derrière, il y a l'URSSAF qui veille effectivement parce qu'il faut financer notre protection sociale. Voilà, alors si on avance un petit peu, Rodolphe, hein, voilà. Cette participation, bon, la loi prévoit aussi qu'il y ait, et là la loi Pacte, hein, qui a été faite en 2019 par l'actuel gouvernement, a modifié les règles pour les gros salaires. Hein. Avant, on avait un plafond d'écrêtement à 4 fois le plafond de sécurité sociale. Bon, ça a été ramené à 3 fois. Donc 3 fois, vous voyez, 43 000, ça fait un peu plus de 120 000, 130 000 euros. C'est-à-dire que s'il y a des salaires à 200 000 euros, à 300 000 euros, à 500 000 euros, ben on va les écrêter pour la répartition de la participation. Voilà, hein, donc il y a une correction un petit peu des inégalités salariales avec ce mécanisme d'écrêtement de la participation. Donc là, je vous ai mis le plafond de 2023, PSS, c'est plafond annuel de la CEPAS, de la sécurité sociale. Alors, on avance un petit peu, voilà, et on va voir maintenant, Rodolphe, voilà, que lorsqu'il y a une nécessité de vérifier le calcul de la participation, bon, il y a un travail technique à faire. Hein. Je vous ai cité quelques exemples d'une entreprise où, bien que ce soit une très grande entreprise, qui a des très grands cabinets de commissaires aux comptes, ben voilà, à notre modeste échelle, d'un cabinet à taille humaine, on a trouvé des erreurs techniques. Voilà. Bon. Mais au-delà des erreurs techniques, hein, qui est le cœur de cette mission de l'expert comptable, le rôle de l'expert comptable du CSA est d'aider les élus à appréhender le vrai résultat économique de l'entreprise. Alors, ce vrai résultat économique, là, c'est très important. Dans cette même filiale de ce groupe français, bon, les salariés se disent, mais la production que nous réalisons, on la vend à une autre filiale du groupe avec un prix de revient usine majoré d'un markup de 5%. Mais cette autre filiale le revend aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider, nous éclairer sur le bénéfice global qui est issu de notre production, de notre usine? Alors, on a dialogué avec les directions financières des différentes filiales du groupe, etc. Et on a fini par faire bouger les lignes et à obtenir des informations sur une quote-part de bénéfices qui n'était pas dans la société X qui employait les 300 personnes, mais qui se trouvait dans d'autres filiales. Et notre rapport va amener à ouvrir un dialogue sur une participation qui pourrait être assise sur un bénéfice corrigé
d'éléments complémentaires à l'intérieur du groupe. Vous voyez, on ne va pas prendre des management fees parce que les fees, c'est de l'argent qui rentre d'une poche, qui sort d'une poche pour rentrer dans l'autre. Vous voyez, et on va prendre aussi un excédent brut d'exploitation réalisé par les autres filiales du groupe. Donc, vous voyez, le rôle de l'expert comptable, c'est pas seulement de faire une vérification technique, est-ce que mon B est bon ou mon C est bon, mais c'est de dire aux élus, réfléchissons ensemble à la réalité, le vrai résultat économique de l'entreprise. Voilà. Alors ça, c'est un point qui est très important parce que le résultat de la filiale ne reflète pas forcément le vrai résultat économique. Alors à la diapo 10, Rodolphe, voilà, on avait déjà évoqué le cas de sociétés, hein, et Pierre connaît bien le sujet, des sociétés multinationales qui ont mis en place des mécanismes d'optimisation et d'évasion fiscale, voilà, qui amènent à ce qu'en logeant des sociétés holding au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Irlande, etc., le résultat comptable qui apparaît en France ne reflète pas du tout la réalité du résultat économique. Donc là, le rôle de l'expert comptable va être d'éclairer les élus sur la vérité du résultat économique pour aboutir à une correction, effectivement, de la participation. Alors, à la diapo suivante, hein, ces mécanismes nombreux de prix de transfert, de management fees, de contrats de commissionnaires, etc., à l'intérieur des groupes, peuvent être décodés par les experts comptables, qui ont un rôle important, comme le commissaire aux comptes, puisque l'expert comptable mandaté par un CSE, s'il s'aperçoit qu'il y a, évasion fiscale, fraude fiscale, il y a des différences, mais si l'expert comptable s'aperçoit qu'il y a effectivement évasion fiscale et des flux financiers avec ce qu'on appelle des ETNC, États et territoires non coopératifs avec la France, des paradis fiscaux pour parler clair, il a même un rôle et le droit de communiquer avec le commissaire aux comptes et avec l'avocat de l'entreprise et pour éventuellement signaler à une cellule de lutte contre le blanchiment, qui s'appelle TRACFIN, voilà, ces mécanismes d'évasion fiscale. Alors, il y a quelques semaines, la question de la vérification de la formule a fait débat. Les syndicats d'une grande entreprise avaient engagé un recours devant le Conseil constitutionnel pour une question prioritaire de constitutionnalité, en disant mais la loi, le Code du travail nous dit que dès que le B et le C de la formule est attesté par un commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts, on ne peut plus le remettre en cause. Bon, le Conseil constitutionnel a jugé que cet article du Code du travail de 33 ou 33-26-1 n'était pas légal, mais lors des débats, ça a été repris par la presse, Laurent Fabius a bien dit, vous avez effectivement la possibilité d'engager un recours judiciaire et aussi d'informer l'administration fiscale si il y a vraiment des anomalies dans le résultat fiscal de l'entreprise. Voilà, vous voyez, on est sur des questions quand même très sensibles. Alors, la prime de partage de la valeur, elle est nouvelle, c'est un mécanisme qui vient à compléter les mécanismes existants, participation, intéressement, voilà. Et la loi, elle a institué, elle a pérennisé ce qu'on avait appelé la prime Macron ou la prime PEPA, effectivement, en prime de partage de la valeur, avec des barèmes et des indications spécifiques qu'on va examiner. Alors, cette nouvelle prime, dès lors que le dialogue social, c'est un vrai débat, c'est un vrai débat philosophique et politique. Madame Yael Braun-Pivet a dit récemment, mais il y a peut-être des entreprises où il y a des surprofits, peut-être qu'il peut y avoir des impôts complémentaires ou une participation complémentaire quand il y a un surprofit. Qu'est-ce qu'un surprofit ? Monsieur Bruno Le Maire dit le surprofit, il sait pas ce que c'est, voilà, il comprend pas ce que ça veut dire un surprofit, voilà. Mais il y a bien une réalité économique qui permet de mesurer dans le temps lorsque des entreprises font des résultats exceptionnels. Et s'il y a des résultats exceptionnels, il peut y avoir effectivement une participation exceptionnelle complémentaire, un intéressement et également une prime de partage de la valeur. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles et les élus pour faire comprendre aux salariés
peuvent tout à fait parfaitement négocier avec ces différents outils. Ils ont une palette d'outils pour partager la valeur de l'entreprise. Alors, ces primes sont aussi exonérées de charges sociales, voilà. Et on a effectivement un petit tableau ici qui résume cette prime de partage de la valeur. Est-ce qu'elle est assujettie aux cotisations sociales? Non, dans tous les cas. Est-ce qu'elle est assujettie à la CSG, CRDS? Alors, prenons la situation 2024, puisque 2023, c'était l'an passé. Alors, elle est assujettie à la CSG, CRDS pour au-delà de 3 fois le SMIC dans les entreprises de moins de 50 salariés et également dans les entreprises de plus de 50 salariés. Voilà. Et elle est pérennisée. À partir de 2027, effectivement, on pourra avoir des primes de partage de la valeur, donc de 3 000 € et jusqu'à 6 000 €, effectivement, dans toutes les entreprises qui seront assujetties au forfait social si effectivement l'effectif dépasse 250 salariés. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, mais c'était pour vous résumer effectivement toute la palette d'outils possibles aujourd'hui pour des élus. On a compris les comptes, on s'est fait aider d'un outil. L'expert comptable, c'est un outil pour les élus, comme la truelle est l'outil pour le maçon. Nous, on est un outil technique pour comprendre, aider les élus à faire comprendre, pour que les élus fassent comprendre au personnel ces notions de surprofit, de partage de la valeur et d'intéressement des salariés aux résultats. Voilà, Rodolphe. Merci beaucoup Gérard, merci pour cette présentation. Non mais ça vaut le coup de rappeler ça et surtout que l'angle ce matin c'est quand même de voir comment on peut faire de la pédagogie là-dessus. C'était important de réexpliquer, notamment avec, comme tu le dis, la pérennisation de la prime de partage de la valeur, d'expliquer en amont, comme tu as pu le faire, ce que c'était, qu'est-ce qu'on mettait derrière la valeur ajoutée et qu'est-ce qu'on y mettait dedans. Quand on négocie la prime de partage de la valeur, on est en plein dedans. Donc merci à toi. Alors, on passe au témoignage de nos intervenants. N'hésitez pas, donc dans le chat, vous le faites. N'hésitez pas à continuer à. Gérard, je t'invite à regarder un peu ce qui se passe dans le chat, si tu vois des questions, à y répondre par écrit et voir après à l'oral les garder en magasin. Mais Ingrid, je te passe la parole. Donc, toi, Ingrid Zillo, toi, tu es déléguée syndicale CFDT chez Optor, qui est une entreprise qui fait de l'import-export. Vous êtes à plus de 1500 dans le monde, principalement en Afrique, dans une vingtaine de pays en Afrique, vous êtes plus de 1000 et vous êtes 150, ou non, maintenant, moins de 150 maintenant en France, où est le siège. Et si, Ingrid, tu peux nous expliquer, donc ton histoire sur la participation, ça date d'il y a près de 10 ans chez Optorg, et c'est arrivé, je te lance comme ça, vous aviez de l'intéressement. Vous aviez à l'époque 150 personnes dans 3 entités, vous avez de l'intéressement et puis d'un coup, il n'y a plus d'intéressement qui a été versé. Ça vous l'a mis, vous n'étiez pas content. Et le CSE est monté au créneau et là, tout est parti parce que vous avez dénoncé le fait que l'intéressement ne tombe plus comme ça de façon non justifiée, alors que les résultats de l'entreprise fonctionnaient très bien. Et donc là, vous avez obtenu à la fois, donc, dans le cadre, avec une expertise, mais également une action juridique, la participation, la reconnaissance d'une US, comment tu fais le lien avec l'US. Donc, si tu peux nous raconter un peu cette histoire, comment vous êtes monté au créneau là-dessus, Ingrid. Bonjour à tous. Donc, tout à fait, on va dire que l'aventure de la participation a commencé en 2010, mais on était un jeune CE, parce que c'était pas CSE, c'était en 2010, c'était encore le CE. Donc, nous avions en fait une année qui était exceptionnelle, comme disait Monsieur Gérard Lejeune, avec des résultats exceptionnels sur l'exercice 2009. Et au moment des résultats, de la communication des résultats financiers, pourtant, on savait qu'il y avait eu pas mal de grosses affaires, un bon résultat. Donc, nous, on n'avait qu'un intéressement. Et cet intéressement représentait jusqu'à 10% de votre rémunération annuelle. Et en dernière minute,
on nous annonce que non, dû à des provisions. Alors, tout ce que c'est pour un peu reprendre ce que M. Lejeune a présenté, parce qu'on a on a une problématique, on a des holdings, on a des filiales, on a des prix de transfert. Donc, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais la résultante, c'est que notre PDG nous dit « Oh, ben non, comme la filiale, on a eu quelque chose, on n'a pas vu. » Donc, ils ont mis des provisions exceptionnelles à la dernière minute qui a donc affecté notre résultat, donc résultat fiscal. Pardon, résultat net, excusez-moi, c'était le résultat net, puisqu'on avait l'intéressement et que l'intéressement était basé sur le résultat net. Et on nous dit on a 0. Alors là, nous, on s'est dit, c'est pas possible, on nous fait un coup comme ça, dernière minute, on n'a plus de résultat. Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait donc un conseiller juridique et qui nous a donc orienté pour faire une expertise. Bon, je tiens à souligner qu'on était en fait un CE de remplacement parce que le précédent CE avait démissionné et nous on avait repris comme ça, sans expérience. Donc on a suivi les conseils de notre conseil juridique et on a lancé une expertise qui ne s'appelait pas consultation économique et financière, mais qui avait le même objectif. Et c'est au cours de cette expertise que l'expert comptable, donc, qui était en relation avec notre direction, qu'il faut bien comprendre, il n'y avait jamais eu, donc on n'était pas syndiqués, je tiens à le souligner. Là, aujourd'hui, chez CFDT, mais il y a 12 ans, nous n'étions pas syndiqués. Et donc, nous, quand on a dit à la direction qu'on allait lancer cette expertise, vous vous rendez bien compte que ils n'ont pas accueilli ça avec un sourire. Et parce que introduire des gens externes, même si vous avez des CAC et tout ça, pour aller faire les comptes de l'entreprise, ça plaît pas. On l'a fait. Et durant cette expertise, en 2 mois, donc il faut savoir que l'expertise, il y a des échanges, bien sûr, des fichiers qui sont communiqués, mais il y a aussi des entretiens qui s'opèrent avec la direction. Et donc, notre expert, en fait, interroge la direction au fur et à mesure de toute cette analyse de documents financiers et dit, mais au fait, vous êtes plus de 50, pourquoi vous n'avez pas la participation? Alors, ce qui n'était pas du tout l'objet en fait de notre mission. C'était juste pour comprendre les comptes et pourquoi on n'avait pas eu notre intéressement. Et en fait, dans cet échange, on a compris que c'était un sujet qui gênait. Il n'y avait pas vraiment des vraies réponses. Et qu'est-ce qui s'est passé? En gros, chacun, le directeur financier, racontait sa vie. Ils étaient mal à l'aise et puis finalement, ils ont dit que à ce moment-là, on n'avait pas eu d'intérêt, on n'avait pas de participation parce qu'on avait un intéressement. Monsieur Lejeune pourra le préciser après. À ce moment-là et à cette époque, il y avait une loi qui permettait, qui disait que si vous aviez mis en place un intéressement, même si la participation était obligatoire à partir de 50, vous pouviez être exempté pendant 2 ans, quelque chose comme ça, pour ne pas verser la participation. Donc, ils ont joué sur cet argument. Mais notre expert comptable a soutenu que non, les 3 entreprises qui constituent une UES normalement doivent générer de la participation. Et là, a commencé une négociation, c'est-à-dire dans le cadre de cette mission, finalement, le sujet de la participation est devenu primordial. Et ils ont reconnu à MIMO, et donc, parce que l'expert a fait des calculs, justement, comme M. Lejeune, de la réserve de participation due sur l'exercice pour lequel, en fait, on avait pris l'expert. Et ils ont commencé à nous annoncer des montants qui étaient complètement, mais ridicules par rapport à ce que l'expert trouvait. Et pourquoi donc, quand on a compris que la direction à MIMO disait qu'elle voulait payer, mais tout en étant ridicule sur les réserves de participation, parce qu'on a une entreprise très profitable de par de nos activités. Voilà. On a compris qu'il fallait augmenter le levier de pression et on a dû faire appel à des avocats parce qu'il y avait des questions juridiques liées à notre statut d'UES, au calcul. Bon, bref. Et comme le CE n'était pas syndiqué et que la participation est un complément de salaire, mais reste quand même, comme il n'y avait pas d'accord,
le CSE ne pouvait pas se porter comme partie civile, en fait. C'est lui qui allait porter plainte. Il fallait qu'on engage les salariés. Et donc, on a eu un travail, en fait, vraiment d'information pour demander aux salariés qui le voulaient, s'ils voulaient savoir s'ils avaient le droit à la participation. Et comme c'est calculé sur votre salaire, enfin, voilà, sur votre salaire quand même, voilà, chacun, donc on a fait comme une pétition, voilà, on a fait une pétition et on a donné ça, en fait, à un moment, donc tout le monde nous a répondu, ok, on veut savoir si on a le droit à la participation. Nous, on est avec le CE individuellement, donc on va recourir à un avocat et que la direction aussi prenne son avocat et s'il faut qu'on aille plus loin, ben on ira plus loin. Et c'est ce qu'on a fait puisque la direction a feinté, elle ne voulait pas reconnaître voilà ce qu'elle nous devait, donc on a compris qu'il fallait qu'on passe à un autre niveau, on a pris un avocat et un jour la DRH, il y a un huissier qui vient et le choc pour eux, je vous dis bien, on n'était pas syndiqués, hein. Donc on n'était pas 150 à cette époque, on était moins de 100 d'ailleurs, on était 80. Sur 80, il y avait 60 personnes qui sont engagées. Un huissier vient déposer une assignation. Personne ne voulait prendre le courrier. Le PDG n'était pas là, je me souviendrai toute ma vie. Et le huissier, il était là, il dit à qui je remets la lettre, la DRH, elle ne voulait pas récupérer le courrier. Et donc voilà comment a commencé en fait le litige sur la participation. Je vous passe les détails. Pourquoi ça a duré 10 ans? Parce qu'en fait, il y avait des points, comme je vous ai dit, techniques et aussi liés au statut juridique de notre société et de la reconnaissance de l'UES. Donc, tout ce qui était avant 2009 faisait partie d'un contentieux. Mais notre action a eu quand même comme résultat, dès 2011, notre PDG qui feintait, qui disait au début on n'avait pas le droit à la participation et que l'intéressement était beaucoup plus intéressant que la participation, a fait une reconnaissance judiciaire de l'UES, d'accord, parce que c'était un point de divergence, dès le lancement, on va dire, de notre procédure juridique. Et donc, à partir de 2011, on a donc eu la participation à travers un accord qui avait été signé avec le CE, je pense, parce qu'on n'était pas encore syndiqué. Donc, ça, c'est la première chose. Mais on va dire que le combat juridique a duré pendant 10 ans parce que il y avait un gros passif. Donc, n'oublions pas que la participation, c'est pas comme le salaire, c'est une prescription trentenaire. Donc, vous pouvez imaginer, en plus, avec une société dont la moyenne d'âge, c'était des gens qui faisaient 20 ans, 30 ans d'ancienneté. Donc, voilà. Donc, c'est passé par l'appel, c'est passé par la cassation, c'est passé par encore le tribunal d'instance pour se solder, on va dire, par un accord, mais un accord lié à quand même une expertise qui a été refaite par la justice, parce qu'il y a un expert comptable judiciaire qui a été qui est intervenu pour faire les calculs. Donc, aujourd'hui, nous avons la participation depuis ce contentieux qu'on a lancé. Le passif a été réglé, on va dire, par cette action juridique et négociation, d'accord, c'est soldé. Mais ça a quand même duré 12 ans. Ça a quand même encouragé mon engagement syndical parce qu'à un moment, bien sûr que vous pouvez imaginer, on est dans une PME. Bon, ça ne veut pas dire que dans les grosses boîtes, il n'y a pas ces pressions-là, mais on a eu beaucoup de pression et donc le CE n'était plus homogène. Forcément, on essaye d'acheter aussi des membres du CE. Donc, nous, on s'est syndiqués. Et après, on a renouvelé les signatures d'accords de participation et bien sûr l'accord d'intéressement, étant donné que c'était eux qui fixaient les objectifs et qui étaient liés encore aux objectifs financiers de RN, ils ont tout fait pour que ça devienne ridicule. Et forcément, nous, après, on n'a plus signé d'accord. On n'était pas d'accord d'avoir un accord qui ne générait rien en accord d'intéressement. Parce que la participation, dès la première année, elle a représenté, imaginons, je vous dis, 2 mois de salaire. Alors qu'on vous disait que non, l'intéressement était plus intéressant. Donc, conclusion, aujourd'hui, on a bien l'accord de participation. On essaye de remettre un accord d'intéressement, voilà, parce qu'on a des bonus. Donc, pour des raisons aussi fiscales, charges sociales, impôts, on voudrait remettre en place un accord d'intéressement avec des indicateurs
outre que financier. Voilà. Et on a eu aussi à avoir à mettre en place une prime PPV, mais ça, c'est plus par décision unilatérale. Mais aujourd'hui, pour nous, notre combat sur la participation, enfin, c'est plus renégocier la répartition, parce que quand on a eu ce contentieux, forcément, on a appliqué la formule de base qui a été présentée par Monsieur Lejeune et une répartition pas du tout uniforme qui est liée au salaire. Donc, quand même, ceux qui nous ont combattus, c'est-à-dire la grande direction, voilà, qui touche le plus vous gagnez, plus vous touchez. Et ça, c'est ce qu'on aimerait changer. Voilà. Merci Ingrid. Intéressant le côté, le retour sur la participation avec 100% en fonction du salaire. Ça, alors, par contre, tu me disais que ta priorité, c'est pas du tout d'essayer de négocier une formule dérogatoire. Trop compliqué. Toi, tu préfères mettre ta priorité sur ton énergie sur négocier un complément avec l'intéressement plutôt que peut-être d'améliorer la formule. Parce que pourquoi trop compliqué, trop casse-gueule Non, parce qu'en fait, en fait, il faut savoir que notre histoire, elle a quand même été. On a subi des pressions. Il y a quand même des gens qui ont été virés. La participation, c'est les actionnaires et le président de notre société, on va dire actionnaire, était PDG à l'époque. Donc c'est un sujet, ils veulent plus trop entendre. Maintenant, on sait que c'est en place. Nous, aujourd'hui, on peut faire, dans le cadre de la consultation économique et financière, on peut bien sûr faire une expertise de cette formule, vous voyez. Mais aujourd'hui, comme il y a tellement de paramètres techniques que M. Lejeune a expliqué, vous voyez, les prix de transfert, le fait qu'on a des bénéfices qui remontent à la holding et tout ça. Donc, c'est assez complexe. On ne va pas pouvoir embarquer les gens pour dire, ouais, il faut absolument une formule dérogatoire. Mais on avait déjà fait l'analyse avec l'ancien expert, que si on faisait déjà une répartition, vous voyez, mixte entre uniforme et salaire, jusqu'à un certain niveau de salaire, ça permettait en fait au moins à plus de 50%, vous voyez, des salariés, d'avoir un montant supérieur. Donc déjà, par rapport à ça, vous voyez, c'est moins compliqué de négocier ça par voie d'accord puisqu'on est syndiqué. Après, si maintenant, on n'arrive pas à introduire cette part uniforme, c'est là où on va les menacer avec cette expertise. C'est tout. Donc, nous, en fait, c'est clair. D'abord, on négocie. Après, s'ils ne veulent pas, bon, ben, on leur mettra une pression et on leur mettra l'expertise. Voilà. Et tout ce qui sera, on trouvera de l'expertise, bien sûr. On essaiera de la mettre en place. Mais voilà, je crois que votre démarche a été parfaite, hein, puisqu'en fait, j'ai un problème d'instabilité de connexion Internet, là. Je sais pas, ouais, c'est bon, t'entends. Voilà. Bon, ma caméra se coupe. Votre démarche a été parfaite. C'est-à-dire que vous avez voulu comprendre, vous avez compris effectivement que votre entreprise avait en 2009 fait des résultats exceptionnels, etc. Et vous avez engagé une démarche pour que la loi soit appliquée en matière de participation. Et en plus, vous avez fait reconnaître un point technique qu'on peut évoquer, hein, la notion d'UES, hein, qui est très importante, hein, ouais. qui permet à des entreprises, justement, lorsque les effectifs sont répartis entre plusieurs sociétés qui ont moins de 50, hein, d'ajouter les bénéfices des différentes entités pour mettre en place la participation comme si on était plus de 50. Et malheureusement, il y a des chefs d'entreprise qui répartissent leurs effectifs salariés dans des sociétés de moins de 50 pour ne pas donner la participation. Exact. Ok, parfait. Merci Ingrid. Merci à vous. Ouais, pas de problème pour reprendre la parole. Je passe la parole à Alban Scamori. Alors toi, tu es membre du bureau de la Fédération CGT Banque Assurance. Tu es ancien ou je sais pas, ou tu es toujours chez Generali, hein? Je suis encore à Generali pour 26 jours. Eh ben écoute. Après, je suis à la retraite le 1er mai. Donc, Bon, voilà, tu es donc Generali encore. Et il y aura peut-être des questions qui concernent, parce que justement, Gérard en a parlé, il y a peut-être une formule qui est propre à la branche banque assurance. D'ailleurs, je précise, Ingrid pourra peut-être l'occasion après de revenir là-dessus, mais dans la branche import-export, il y a une formule aussi dérogatoire qui est proposée. Hein, je le précise. Attends, ouais, mets ton micro, Ingrid.
Oui, tout à fait. En fait, comme on a un accord d'épargne salariale de branche euh, avec, avec l'IP Malakoff, donc oui, il est prévu une formule dérogatoire pour les sociétés adhérentes et qui intègrent l'épargne salariale de branche. Voilà. Donc, mais elle n'est pas obligatoire parce qu'en fait, elle est liée au partenariat avec Malakoff. Voilà. Ok, merci de cette précision, Grid. Et donc, écoute, Alban, ça recouvre des questions qui sont déjà posées dans la salle là-dessus. Toi, pour parler de Generali, tu me disais que c'était pas que ces Generali, c'était quand même une pratique assez courante dans la branche d'avoir des accords 2 en 1, c'est-à-dire participation plus intéressement, et on négocie une enveloppe. Vous, chez Generali, c'est le résultat. Attends, c'est lequel c'est le Opérationnel brut. voilà, opérationnel brut. Et donc ça, si tu peux nous expliquer déjà, c'est quoi la genèse, un peu le pourquoi de cette façon de négocier 2 en 1 avec une enveloppe globale et dedans on met l'intéressement et la participation. D'accord. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Déjà, juste en préambule, épargne salariale, CGT, c'est pas forcément comment dire, très compatible, hein. C'est toujours c'était un sujet délicat à la CGT parce que certains camarades, quand on disait qu'on voulait entrer en négociation, on pourrait imaginer qu'on était complice avec l'entreprise et du système capitaliste, ou on participait à une forme de rémunération qui échappait aux cotisations salariales et patronales, en partie. Alors, nous, à Generali, on est parti d'un espèce de syllogisme qui vaut ce qui vaut. On s'est dit les salariés sont intéressés par l'épargne salariale, la CGT s'intéresse aux salariés, donc la CGT va s'intéresser à l'épargne salariale. Donc c'est comme ça qu'on a fait ce choix à Generali, et on retrouve ce choix dans d'autres compagnies d'assurance et d'autres banques. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que le sujet n'est plus forcément un sujet tabou à la fédération CGT Banque Assurance. Alors Generali, comme tu l'as dit, on a un accord épargne salariale, 2 en 1, sur 3 ans, qui comprend une enveloppe qui est composée de la participation et de l'intéressement. Et cette enveloppe, elle est calculée sur un pourcentage du résultat opérationnel brut. Cette année, c'était 3,6 du résultat opérationnel brut, ce qui fait une enveloppe d'environ 27 millions d'euros. Une fois que l'entreprise a calculé le montant de cette enveloppe, eh bien, il y a le calcul de la participation qui vient s'appliquer. Imaginons que la participation, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais je crois que c'était 12 millions d'euros. Dans l'enveloppe participation 12 millions d'euros, donc il reste 15 millions d'euros pour l'intéressement. Hein. Ce qui fait que ce système a un avantage, il a des inconvénients, mais il y a aussi un avantage. Enfin, je ne sais pas si c'est un avantage. En fait, on ne s'est jamais occupé du calcul de la participation, du calcul de la participation légale, parce qu'on s'est toujours dit, s'il n'y a pas trop de participation, il y aura plus d'intéressement. Et réciproquement. Voilà. Donc c'est pour ça que on n'a jamais fait. Je suis désolé pour toi, Gérard, mais on n'a jamais fait appel à un expert pour venir s'intéresser au calcul de la participation, parce qu'il y avait cette enveloppe de 2 en 1. Alors, voilà, mais au-delà de cette enveloppe 2 en 1 qu'on comprend parfaitement, il peut y avoir des erreurs techniques parce que dans la banque, c'est compliqué parce que la valeur ajoutée, on prend en compte le produit net bancaire, etc. Voilà. Oui. Je dis pas qu'on a raison de ne pas avoir fait appel à un expert. Je dis que c'est je veux pas dire par fainéantise, mais en tout cas, on s'est dit, on est dans une enveloppe globale. Bon, du coup, quel que soit le montant de la participation légale, voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Contre Alban, le problème, Alban, je me permets de te relancer, peut-être c'est là-dessus que tu allais aller. Ok, vous avez négocié l'enveloppe globale à 3,6. Précédemment, elle était à 4,2. Donc la direction peut décider de dire en disant, voilà, l'enveloppe globale, on va la baisser. Et donc là, pour le coup, ça devient un peu compliqué, non?
C'est ça. Alors, juste, je tiens à préciser que Ouais, la vas-y. CGT n'a pas signé les accords, hein. Je parle juste de négociations. On n'a pas signé, d'ailleurs, entre autres, pour le problème du pourcentage, hein. Aujourd'hui, c'est 3,6. Avant, en 2019, c'était 4,2. Donc, il y a eu des propositions à la baisse, hein, parce qu'il y a eu le Covid, les temps sont durs. Enfin, bon, vous connaissez les discours des entreprises, hein. Les temps sont durs, etc. Donc, ils ont proposé de diminuer ce pourcentage. Mais ça devient un peu ridicule parce que aujourd'hui, quand on regarde les résultats de Generali, le ROB, le résultat opérationnel brut, a augmenté de 14% et l'enveloppe n'a augmenté que de 8%. Donc, ouais, c'est un peu le reproche principal qu'on pourrait faire à cet accord, c'est que le pourcentage du résultat opérationnel brut vient minorer l'épargne salariale. Dans la logique, on aurait dû avoir une épargne salariale qui a augmenté de 14%. En même temps que voilà. Mais en tout cas, là, c'est le pourcentage, il vient minorer cette augmentation. Alors, bon, c'est toujours nous, quand on fait dans notre approche, elle est au niveau de la négociation, c'est qu'on souhaite obtenir le maximum légal de l'épargne salariale. Je crois que ça va être une hauteur de 20% de la masse salariale. Tant Oui. qu'à faire, autant récupérer le maximum légal. Bon, après, c'est une négociation. Des organisations syndicales ont signé cet accord, d'autres n'ont pas signé. Chacun prend la responsabilité de son choix. Et ce sujet, en plus, c'est un sujet compliqué parce que pour créer un rapport de force, alors aujourd'hui, créer un rapport de force, quel que soit le sujet, c'est compliqué. L'épargne salariale, c'est encore plus compliqué parce que les salariés se disent oui, bon, ok, on est content de toucher 3 000, 4 000 euros par an. Mais c'est pas pareil que la rémunération directe, parce que les salariés sont attachés à la rémunération directe, qui reste importante, hein. Mais donc, on a une difficulté, en point de vue d'organisation syndicale, de créer un rapport de force sur ce sujet. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus loin, mais c'est voilà. Donc aujourd'hui, la CGT, on a négocié, cet accord, on n'a pas signé pour tout plein de bonnes raisons, enfin que nous on trouve bonnes. Je prends l'accord d'intéressement. L'accord d'intéressement, le principe, c'est que il doit avoir un caractère aléatoire. Et s'il l'est pas, la compagnie se fait redresser Par l'URSSAF. par l'URSSAF sur ce Alain, sujet. une question. Dans Generali, bon, il y a plein de sociétés, il y a des holdings, il y a la société Sycomore que je connais, etc. Est-ce que les salariés de ces filiales bénéficient, c'est un accord groupe ou c'est un Non, accord c'est un accord au niveau de l'US. au niveau de À Generali, il y a Generali France, il y a l'US Generali France. Par exemple, tu parlais de la société Sycomore, elle ne rentre pas, elle rentre dans le groupe Generali, mais elle ne rentre pas dans l'US Generali. D'accord, d'accord. Donc là, je suis même incapable de dire, je ne sais même pas d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit plus de 50, j'en sais rien. Mais donc, en tout cas, je suis sûr qu'il ne rentre pas dans l'accord Ouais, épargne parce que salariale qui est juste pour le. votre ES couvre combien de sociétés finalement ça, ça... Il y a 3 établissements, en gros, hein. Il y a un établissement. C'est pas des sociétés. Il y a Generali Vie et Generali Yard. Et puis, il y a des établissements. Il y a un établissement qui regroupe les administratifs. Il y a un établissement qui regroupe les commerciaux, qui s'occupent des particuliers, et un établissement qui regroupe les commerciaux, qui s'occupent plutôt des petites entreprises. Voilà. Et ces 3 établissements, il y a des CSE différents. Et puis, le tout fait une ES et l'accord est négocié au niveau de l'US. Donc, ça s'applique pour 6200 salariés. Voilà. Oui, ça fait 27 millions pour 6200 personnes, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Si tu penses que c'est pas beaucoup, tu as raison. Bon. On va Et puis non, je voulais juste finir. Donc il y avait, l'intéressement. Bon, c'est sur la base de certains critères, etc. Il y a des critères qui sont un peu nébuleux pour les salariés, et y compris pour nous. Il y a un peu trop, comme disait la copine auparavant, il y a peut-être un peu trop de critères financiers et pas assez de critères. Moi, je trouve qu'on devrait faire un peu plus de critères environnementaux, etc. Bon.
On commence à y venir, mais c'est compliqué. Et puis, je voulais juste, oui, le problème de cette enveloppe P+I, hein, ce 2 en 1, a fait qu'une année, on est arrivé à une situation complètement ridicule, puisque la participation légale a mangé toute l'enveloppe et il y avait 0 pour l'intéressement. Et en plus, le taux d'atteinte de l'intéressement était de 110%. On est content de savoir que 110% de 0, ça fait pas grand-chose. Donc, donc il y a peut-être à travailler la façon de répartir cette enveloppe. Enfin voilà, donc il y a encore sans doute des choses à faire. Et puis, je ne veux pas faire plus long, mais la dernière chose, c'est que, en tout cas, banque et assurance, les entreprises utilisent l'argument de l'épargne salariale dans le process de recrutement. Ça fait partie ça démontre un certain attachement pour ça, et ça fait partie du process de recrutement de dire aux futurs embauchés, bah voilà, en plus, tu as l'épargne salariale. Enfin voilà. Donc il y a cet aspect qui est aussi pas négligé pour l'entreprise qui, comme beaucoup d'ailleurs, donc à la banque assurance, rencontre certaines difficultés pour recruter, donc ils utilisent ça. Et puis, dernière chose, on a parlé très rapidement de la prime de partage de la valeur. Il est arrivé dans quelques compagnies d'assurance, notamment des mutuelles, du fait d'un intéressement mineur, moins élevé que l'année précédente, soit plus ou moins compensé par la mise en place d'une prime de partage de la valeur. Bon, on a rencontré ça cette année, l'utilisation de primes de partage de la valeur pour compenser un peu la baisse de l'épargne salariale. Alban, Voilà, Alban, un point Oui. qu'on n'avait pas abordé, mais que Ingrid a mis sur la table en disant nous, ça nous va pas une répartition à 100% en fonction du salaire. C'est quoi la répartition du côté de chez Generali? 70% en fonction du salaire, 30% en Ah. fonction du temps de présence. Ok. Bah d'ailleurs, c'est la même ligne. Toi, Ingrid, t'es là-dessus, Voilà. t'es là-dessus a priori. Hein. 70%, oui, en somme fixe, Oui. en fonction du temps de présence, et 70% avec les règles d'écrêtement en fonction des salaires, hein, c'est ça? Oui, 70% oui. salaire. Oui. Voilà. 70, Proportionnel au c'est salaire et 30. Oui. Là, on a vécu le cas d'une entreprise, nous avait demandé de faire des calculs, alors on a fait nos cours de maths, hein, de faire un calcul inversement proportionnel au salaire. Hein, voilà. Ah oui, c'est-à-dire que plus tu gagnes, moins tu as de participation ou d'intéressement, et moins tu gagnes, plus tu as. Donc, inversement proportionnel, tu vois, donc voilà. C'est pas mal ça. C'est Ouais, pas mal. mais Et ça me permet. C'est pas incohérent. C'est pas mal et ça me permet de faire la transition avec Pierre. Voilà. Merci Alban. On a encore du temps, donc n'hésite pas à rebondir. Et pareil pour toi Ingrid, hein, mais Pierre a été patient. Donc à toi la parole, Pierre Abbé. Donc tu es délégué général de Fondact. Donc ça sera utile que tu nous présentes rapidement Fondact. Mais justement, quand on avait préparé un entretien en préparatoire, c'était un point qui était arrivé. Je me souviens très bien ce que tu m'avais dit. Ça me permet de te permettre de te lancer. C'est que tu me disais quelque part, quand on parlait de partage de la valeur, d'épargne salariale, etc., les temps de discussion sur les modes de répartition des enveloppes étaient au moins aussi conséquents, si je me souviens bien, que d'autres volets de la négociation. C'était un point effectivement non neutre. Et il y a une anecdote, je ne sais même pas si c'est une anecdote, de Gérard qui dit un mode de calcul inversement proportionnel au salaire. Bref, tout est inimaginable. Le champ de la négociation est grand. Donc, Pierre, à toi la parole. Oui, merci. Bonjour aux deux personnes qui m'ont proposé et aussi à Gérard que j'avais salué en début avant qu'on commence. Alors d'abord, c'est passionnant, comme tous nos sujets et comme d'habitude. Donc, moi, j'ai entendu des choses très riches juste avant. Je voudrais saluer ça. Je veux juste rebondir sur ce qui s'est dit à la fin sur la question du partage. Je vais être un peu normand. Je veux dire que la bonne formule, c'est probablement 50-50. C'est probablement celle qui convient aux gens qui sont autour de la table dans l'entreprise. Donc, moi, j'avais un peu tendance, je suis plus impliqué dans ce genre de négociation, mais j'avais un peu tendance à partir sur
le 50-50, c'est plutôt une bonne idée de départ. Après, c'est une posture de négociation de part et d'autre. Et ce qui est important, c'est d'arriver au terme de la négociation. Alors ça, c'est mes croyances d'anciens DRH. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, je suis délégué général d'une association loi de 1901 qui s'appelle Fondacte, dont le propos est de promouvoir le partage de la valeur dans toutes ses formes. Et Fondacte, c'est à la fois des entreprises de toute taille, à la fois des grandes entreprises cotées et non cotées, des ETI et des PME. Et on a aussi des sociétés de gestion de l'épargne salariale, donc les gestionnaires que l'on connaît. On pourrait avoir la société qui emploie Alban, c'est pas le cas en l'occurrence, pour une raison qui m'échappe, mais bon, parce que je crois que cette société gère aussi l'épargne salariale. Ensuite, on a des sociétés de conseil et des cabinets d'avocats qui aussi interviennent sur le sujet. Alors je dis cabinet d'avocats, mais ça peut aussi être des sociétés du secteur du chiffre, comme celle que représente Gérard. Donc, de manière, notre mantra, en fait, chez Fondac, c'est de dire la notion de partage, il n'y en a pas une bonne et une mauvaise. Le partage de la valeur, c'est d'abord le partage du résultat, c'est ensuite éventuellement le partage du capital, et ça peut aller jusqu'au partage de la gouvernance. Quelqu'un a fait allusion, je crois, tout à l'heure à la RSE. On va forcément en entendre parler de plus en plus dans les années qui viennent. Et la gouvernance, c'est un élément aujourd'hui de la notation extra-financière de l'entreprise. Donc il faut qu'on aille sur ce terrain. Pardon. C'est évidemment une évolution. Donc, quand on fera ce genre de webinaire dans 3 ans, on pourra en reparler. À court terme, ce que j'ai envie de dire, c'est que un des problèmes qu'on rencontre déjà en France, c'est que 90% des entreprises de plus de 1000 sont dotées de dispositifs d'épargne salariale. 10% des entreprises de moins de 50 seulement en sont dotées. Donc, le vrai problème, et vos témoignages, enfin celui d'Ingrid en particulier tout à l'heure, le prouve. C'est effectivement de ce côté-là qu'il y a des énormes progrès, on peut attendre d'énormes progrès. On peut parier que la loi qui a été votée et publiée le 30 novembre va améliorer les choses. Nous, ce qu'on dit chez Fondac, c'est que ce qui est dommageable, c'est que la date d'entrée en vigueur réelle n'est qu'en 2025, et qu'en plus, ça va pas être d'une simplicité absolue, compte tenu que là aussi, il y a des clauses de 1% de bénéfices sur les 3 dernières années, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, je laisserai peut-être tout à l'heure Gérard Lejeune rebondir sur ça, mais clairement, c'est long. Les délais sont longs. Bon, je vais aussi dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait allusion, il y a une bonne chose quand même qui est intervenue entre-temps. Tout le secteur de l'économie sociale et solidaire a été inclus dans la loi du 29 novembre. Ça, c'est évidemment très, très positif. Alors, sur la question des contrôles, des expertises, etc. Moi, je crois vraiment que on est dans un domaine où on doit la loyauté dont font partie les acteurs, direction et organisation syndicale, c'est le centre du sujet. S'il y a présomption de manque de loyauté, il n'y a pas de confiance qui s'établit, il n'y a pas de négociation qui aboutit. C'est aussi simple que ça. Du coup, la question des expertises. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce qu'a rappelé Gérard Lejeune tout à l'heure, à savoir que il y a des missions, de toute façon, qui existent dans une bonne partie
des entreprises pour éclairer les institutions représentatives sur ce qui s'appelle, je crois, dans le Code du travail, la situation économique et financière, et pour préparer les consultations. Absolument. Mon avis est que si c'est bien fait, s'il y a des bugs ou des difficultés avec la participation, ça va se voir. Et s'il n'y a pas de conflit, on pourra corriger ou non des manquements, des erreurs qui auraient pu se glisser là-dedans. En revanche, si on est avec des structures juridiques paravent, des structures juridiques complexes, du détournement fiscal et que sais-je encore, je crois que Gérard a cité les paradis fiscaux même. Bon, moi j'ai personnellement pas rencontré ça dans ma vie professionnelle, j'ai peut-être eu de la chance, je sais que ça existe, hein. Mais bon, en tout cas, si on est avec ça, et si on a une direction qui est extrêmement fermée à toute discussion, je crois qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à aller voir soit les hommes du chiffre, soit les hommes de loi. Hein. Et Ingrid l'a très bien dit, de temps en temps, c'est les avocats la réponse. Hein. À la fois pour, quelquefois aussi, donner un petit coup d'approbation au texte qu'on peut élaborer. Ça s'est amélioré, mais il y a encore quelques années, quand moi j'étais en activité en entreprise, le risque URSSAF n'était pas neutre. Donc, il faut aussi éviter ça, vu du côté de l'entreprise. C'est pas se mettre dans un piège, négocier avec les salariés et se payer une grosse amende derrière. Parce que ça, on a l'air passablement ridicule quand l'année d'après, on vient présenter les comptes et qu'on dit, ah bah, à propos, il reste moins d'argent à se partager parce qu'on a payé une amende. Et que la comptabilité, on est obligé de l'imputer. C'est un point, alors, effectivement. Ouais. Alors, peut-être pour finir sur la participation et sur l'intéressement. D'abord, moi je pense que la pédagogie est plus facile à faire sur l'intéressement que sur la participation. Cela dit, jusqu'à présent, la participation était considérée comme le légal au-delà de 50. Il y a des entreprises qui ont fait de très belles choses avec de la participation. On ne va pas leur dire de remiser leurs très beaux accords. On continue. Et finalement, c'est sans doute très bien pour tout le monde. Est-ce que la formule est très complexe? Elle est quand même pas très lisible, on va dire. Elle nécessite de faire beaucoup de pédagogie. Mon point de vue personnel, c'est que je préfère avoir un intéressement qui, alors soit le 2 en 1 qui a été évoqué par certains, soit un intéressement qui inclut des critères économiques et qui inclut des critères plus de responsabilité sociale ou des critères de maîtrise d'indicateurs d'amélioration ou de maîtrise de taux de rebut dans l'industrie ou que sais-je. Donc, les critères dans un accord d'intéressement peuvent être très variés, pourvu qu'ils soient variables, mauvaise façon de le présenter. Mais donc, les critères de l'accord d'intéressement doivent avoir un caractère de variabilité, c'est la loi. Et ensuite, ils peuvent être très divers. Voilà. On peut aller en chercher, on peut faire preuve d'invention dans ce domaine. Ensuite, je crois que les salariés, ils ont besoin de pédagogie. La pédagogie, elle repose sur ce qui passe par le dialogue des CSE ou des représentants des délégués syndicaux ou des autres représentants et des experts comptables. Je pense que la pédagogie, c'est aussi une partie de notre responsabilité quand on est en position dans l'entreprise, dans un comité de direction par exemple. Les personnes qui négocient l'accord ou les personnes qui ont la responsabilité de la communication derrière doivent se soucier que les collaborateurs comprennent ce dont il s'agit et se sentent mobilisés par l'atteinte des objectifs. Parce que la performance de l'entreprise, du coup, elle est répartie sur tout le monde.
Donc, clairement, il y a la notion de pédagogie fait partie des valeurs de Fondact. On a un certain nombre de nos adhérents qui sont des organismes de formation, par exemple, et on essaye aussi d'intervenir et de fédérer des universitaires ou d'autres personnes qui vont enseigner, par exemple, dans les écoles de RH ou dans des facs ou des écoles plus généralistes, vont aller enseigner ce qu'est l'épargne salariale. Voilà ce que j'ai envie de dire, pour pas complètement manger le temps jusqu'à 11 heures et laisser peut-être la possibilité à d'autres échanges. Parfait, merci à toi Pierre pour ce partage de la vision du côté de Fondact du sujet qui nous concerne ce matin. Alors il nous reste effectivement un petit quart d'heure. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un peu un tour de ce que vous avez pu voir dans les. N'hésitez pas, c'est encore le moment dans le chat, si des questions. Alors, il y avait peut-être Gérard et Alban. Il y avait une question sur les. Intéressant dans le chat, oui, sur les notions de résultats exceptionnels. Voilà, effectivement, ça renvoie à ce que Alban a dit sur la croissance du ROB dans son groupe, finalement, par rapport à la croissance des outils de partage de la valeur. Bon, il y a des questions alors autour du résultat exceptionnel. Qu'est-ce que le résultat exceptionnel? Qu'est-ce qu'un profit exceptionnel? Et comment le CSE, au-delà des propos de la direction d'entreprise, peut intégrer l'analyse de ces éléments exceptionnels dans justement la négociation soit d'un accord d'intéressement, soit d'une participation dérogatoire, puisque la loi permet aussi, lorsqu'il y a un profit exceptionnel, c'est une loi qui a été faite sous Raffarin, je crois, de donner, lorsque les associés arrêtent les comptes et convoquent l'Assemblée générale et prévoient la distribution d'un dividende, il est possible effectivement d'acter à ce moment-là, puisqu'on a eu un bénéfice exceptionnel, on va donner plus de dividendes, d'acter un complément de participation exceptionnel. C'est aussi une possibilité qui existe. Alors, il y a eu des propos. Tout à fait. Voilà, ça, tu le confirmes, Pierre, donc ça, c'est tout à fait bien possible. sûr. Voilà, bien sûr. Et les entreprises l'utilisent. Voilà. Alors, il y a eu des questions intéressantes aussi, plus fantaisistes. Comment prend-on en compte le bac chiche dans la participation? Alors voilà, donc, les comptes sont certifiés par des commissaires aux comptes et les opérations de corruption, n'ont pas à figurer dans les comptes. Voilà. Donc effectivement, on est quand même dans un pays où il y a des fraudes comptables, ça existe. Il serait naïf de dire que ça n'existe pas, mais où notre système comptable, les systèmes de contrôle à travers la qualité des gouvernances des entreprises, les comités d'audit, les commissaires aux comptes, font qu'on a quand même une fiabilité des comptes. Bon, voilà. Alors, il y a une question là de Catherine là. Est-ce qu'on peut faire un complément de participation et un complément d'intéressement? Alors, l'intéressement, c'est un accord. Il y a quelqu'un qui posait la question, qu'est-ce qu'on doit faire avant le 30 juin? Si vous voulez, c'est la date du 30 juin, Pierre va nous le confirmer, c'est la date à laquelle il faut normalement déposer les accords à l'administration du travail. Ça s'appelait la DIRECT, maintenant ça s'appelle la DRETS. Donc, et effectivement, si on veut que pour l'année 2024, vous ayez un accord nouveau, dérogatoire, prenant en compte des paramètres exceptionnels, il faut le négocier maintenant, puisqu'on est en avril, mai, juin, et le déposer avant le 30 juin. Alors, le complément de participation, il peut être décidé par l'organe qui arrête les comptes et qui approuve les comptes, le conseil d'administration et l'Assemblée générale, bien sûr. Voilà. Le complément d'intéressement, je ne crois pas qu'il soit possible. L'intéressement, c'est une formule qui doit être aléatoire. Pierre nous l'a bien rappelé, parce qu'effectivement, un accord d'intéressement, on n'a pas le droit de dire, voilà, on va prendre X% du chiffre d'affaires ou X% du PNB dans une banque, parce qu'il y a toujours un chiffre d'affaires. Donc, il faut que ce soit aléatoire. Mais on peut prendre en compte, et Pierre a eu raison de le dire, des critères RSE. Aujourd'hui, on parle de la CSRD, qui intègre aussi le S et tout ce qui concerne aussi
le social, la gouvernance, etc. On peut prendre des critères RSE de gouvernance et de qualité aussi dans l'activité des entreprises. Voilà. Moi, j'ai vécu le cas d'un accord d'intéressement dans une grande clinique privée à 2200 salariés où ils ont pris en compte les questionnaires qualité des patients. Hein, lorsqu'on est hospitalisé, qu'on a une opération, bon, bah, à la fin, on vous fait remplir un questionnaire qualité. Donc, ça mobilisait les salariés pour encourager les patients à remplir les questionnaires qualité, et les questionnaires qualité a été pris en compte quant aux critères de l'intéressement. Pas que, hein, mais c'était un des critères. Voilà. Alors, la finalité d'une clinique, bah, c'est de faire un bon travail médical pour les patients, et tout le monde y participe. Un médecin, chirurgien, infirmière et soignant. Voilà. Donc, tout indicateur de qualité, de satisfaction, etc., est toujours bienvenu et fait sens dans ce genre de choses. Je viens de mettre dans le chat une précision. Ce qu'on a dit est valable quand l'exercice se termine au 31 décembre. Et attention, oui, sinon, si les exercices sont décalés, les règles de dépôt, de négociation puis de dépôt sont aussi décalées à due proportion. Voilà, et Pierre a dit quelque chose d'important. Les entreprises, dans leur politique de recrutement et parfois dans leur difficulté de recruter, bon, viennent présenter les avantages de l'épargne salariale comme un facteur positif et également les avantages des CSE. C'est Alban qui le disait, mais c'est Alban aussi. C'était rendons à Alban ce qu'il a dit et j'ai beaucoup apprécié parce que honnêtement, je connais pas le secteur de la banque, donc j'ai jamais travaillé. Par contre, j'en fréquente un certain nombre, mais je ne les connais pas et donc c'était très bien rapporté. Mais parmi mes adhérents, il y a un grand nombre d'entreprises qui ont des problématiques de recrutement, de fidélisation et finalement de donner du sens avec les dispositifs. Et Fondact est présidé par un PDG d'une entreprise du SBF 120 et il dit tout le temps que fondamentalement, l'actionnariat salarié, ça donne du sens et ça donne de l'attachement à l'entreprise. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ça, mais en tout cas, quand c'est basé sur une adhésion de 60 à 80% des collaborateurs selon les pays dans toute l'Europe, on peut considérer que c'est relativement sérieux. Voilà. Et également prendre en compte aussi, moi qui ai travaillé avant d'être expert comptable dans une grande usine de l'aéronautique, à l'aérospatiale à l'époque, hein, bon, la direction, lorsqu'elle recrutait des jeunes ingénieurs, leur disait, mais attendez, vous avez un comité d'entreprise qui a 5% de la masse salariale et vous avez une crèche dans l'usine, vous avez un centre de santé, vous avez des services sociaux, sportifs, médicaux, etc. Voilà. Et c'était aussi un facteur de recrutement. Donc, comme quoi le social à l'entreprise. C'est vrai, mais demandons à Ingrid dans sa boîte où il y a 50 emplois en France ce qu'elle en pense. Je ne sais pas quel pourcentage, Ingrid, que vous avez en subvention ASC, hein, voilà. Mais effectivement, c'était on a le légal, hein, on a 1%, mais comme on a une bonne masse salariale, c'est pas bon. Je crois qu'il n'y a pas de légal. Ça allait. C'est le légal. Il n'y a pas de légal, parce qu'en fait, il y a un légal pour les AEP, hein, le 0,2% ou le 0,22%. Oui. Mais oui, pour les ASC, c'est une pratique dans chaque entreprise. Alors, il y a c'est 0,8. C'est 0,8. 0,8, voilà, c'est un taux moyen. Gérard, la vérité sur l'histoire, effectivement, le 0,2 est légal, le reste n'est pas forcément légal, mais il y a quand même un chiffre de 1% qui est assez courant que ce soit auprès des organisations syndicales et chez les DRH, on l'entend souvent, ce chiffre. Mais effectivement, il n'a aucune consistance légale. Hein. Ah oui, ça n'existe pas dans le code du travail, ça. Ouais. Et puis bon, il se négocie là où il veut bien se négocier. C'est quand même une zone d'ombre assez du dialogue social, ça, assez majeure. Mais c'est un élément important. C'est un élément important pour les embauches, hein, ça, le CSE. Et puis la nouveauté aussi pour les embauches, c'est le télétravail. Quand une entreprise dit non, on ne fait pas de télétravail, la personne fait demi-tour. Hein. Alors, on arrive à la fin de notre matinée. J'espère qu'on a répondu à vos interrogations, qu'on vous a donné des idées sur ce que vous pourriez faire, etc. Comme petit tour de mot de conclusion, je voulais simplement qu'on vous lanciez sur on est d'accord quand même que
D'accord, c'est très bien avoir une approche globale du sujet, d'avoir des indicateurs liés à l'intéressement qui sont beaucoup plus quali, potentiellement moins financiers, plus dans des logiques de pilotage, de management, etc. Et le sens que ça a, on est d'accord. Mais est-ce qu'on est bien d'accord que, pour refaire le lien avec le sujet de ce matin, c'est qu'à la base, de toute façon, quels que soient les périphériques qui vont se greffer autour de la participation, de l'intéressement, la PPV, etc., il faut qu'on soit bien au clair sur c'est quoi la valeur de l'entreprise, son résultat, qu'est-ce que ça, ces indicateurs-là. Donc voilà. Comme quoi, est-ce qu'on est d'accord? Moi, c'est le petit mot de conclusion que je voulais vous partager. On est dans la participation, c'est une spécificité française. Est-ce que quand même le point de départ, c'est c'est ce calcul-là, et ensuite plein d'extensions peuvent s'y greffer. Donc, avant de, Gérard, tu auras le mot de conclusion. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, Pierre te lançait aussi, ça c'est une aparté, mais enfin une autre question corollaire sur est-ce que on a vraiment simplifié pour les moins de 50. Pierre avait quelques doutes sur la simplification et c'est la capacité des moins de 50 à accrocher les wagons au regard des textes qui leur sont proposés. Donc ça sera Gérard, garde ça en tête pour la fin. Et donc petit mot de conclusion très rapide, Pierre, Ingrid et Alban. Pierre, on commence par toi rapidement. Ouais. Voilà, très rapidement sur le point que tu viens de soulever, du coup, moi ce que je pense c'est que c'est un webinaire qu'il faudra faire dans 6 mois ou 1 an, parce que là on n'a pas les décrets d'application de la loi de novembre 23. Et clairement, comment les entreprises entre 11 et 49 vont appréhender le sujet, j'en sais rien. Et même les obligations qui s'imposent à celles de plus de 50, par exemple sur les profits ou les résultats exceptionnels, c'est pas encore absolument limpide. Voilà. Donc, je pense que on va pas le débattre ce matin, c'est plus ouvrir une porte à une prochaine discussion à laquelle on pourra participer volontiers. Merci à toi, Pierre. Ingrid, ton micro. Pardon. Merci à vous. Merci pour cet échange sur la participation qui a été pour moi en fait un sujet qui a développé mon engagement syndical. Donc le partage de la valeur, si même aujourd'hui les lois évoluent, en tout cas je suis contente parce qu'on voit que 10 ans après, notre combat il n'était pas pour rien quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui le partage de la valeur c'est central. Nous on s'est battu avec nos moyens, on s'est fait accompagner et moi j'incite à tous, à toutes les sections, même le CSE qui démarre, de ne pas avoir peur. Aujourd'hui, il y a quand même plein d'experts. Le sujet, il est quand même bien cadré. Voilà, de se faire accompagner parce que la participation, si De Gaulle l'a mis en place pendant les 30 Glorieuses, je veux dire, au moins, il faut qu'elle reste. C'est notre spécificité. Et moi, franchement, je suis 100% pour la participation. Je trouve que c'est un bel héritage français. Voilà, il faut absolument, bravo. Alban. Bon, Ingrid a cité De Gaulle. Moi, je vais citer un autre ancien président de la République qui disait un tiers pour les salariés, un tiers pour le capital et un tiers pour les actionnaires. Si seulement on en arrivait là, déjà, ce serait déjà pas mal. Mais on est encore loin du compte. Merci, Alban. Gérard, à toi le mot de conclusion. Oui, voilà, je crois que cet échange était très intéressant. Hein. Bon, je crois que Pierre l'a dit, bon, il faut avoir les décrets pour la nouvelle loi, etc., profit exceptionnel pour les plus de 50, comment ça va se décliner dans les PME, etc. Mais c'est quand même une approche nouvelle extrêmement positive. On amène les salariés, même dans les petites et moyennes, à s'intéresser aux résultats de l'entreprise. À une époque où on parle d'entreprise à mission, à une époque où on parle d'entreprise qu'on l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, à une époque où, je lisais hier dans une revue, une entreprise très importante à qui le patron a dit « mais je vais vendre mon entreprise, voilà. Pourquoi vais-je toucher 200, 300 millions? Que vais-je en faire ?» Bon, il a donné son capital à un fonds actionnarial dont les bénéfices iront financer
des actions d'intérêt général. Vous voyez, donc on est dans une mutation de la société sur le partage de la valeur et sur la finalité de l'entreprise. Voilà, parce que bon, il y a la philanthropie. Ce monsieur-là, c'était un journal économique qui citait son exemple hier. Il aurait pu effectivement toucher 300 millions, s'acheter un grand yacht et faire 3 fois le tour des îles grecques. Non, il a donné son entreprise à un fonds actionnarial et les bénéfices futurs iront effectivement servir des actions d'intérêt général. Donc c'est toute cette mutation de la société qui est au cœur de ces échanges passionnants que nous avons grâce à Miroir Social autour du partage de la valeur pour les grandes et pour les petites entreprises. Voilà. Merci à toi, Gérard. Merci à Eurocompta Analyse d'avoir permis cette rencontre. Merci à Pierre, Ingrid et Alban d'avoir mouillé la chemise pour partager vos visions, vos expériences. Voilà. Merci à vous. Compte rendu à suivre. Et le prochain live de Miroir Social, il est jeudi prochain. Il est porté par le Crédit Coopératif et on n'est pas loin du sujet. On va parler de comptabilité extra-financière. Est-ce que c'est de gros enfumage ou est-ce qu'on peut y croire? Et quel curseur ça peut faire vraiment bouger d'intégrer pleinement des éléments non financiers dans nos analyses et les conditions pour le faire. Donc voilà, ça c'est jeudi prochain. Donc je vous invite, l'invitation va partir tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et écoutez, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Et je vous ai envoyé, il y a des intervenantes et intervenants, je vous ai envoyé un lien pour si vous pouvez, pour qu'on se retrouve à l'issue de quand je vais couper ce live. Voilà. Je vais vous envoyer ça par mail. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à votre participation dans la salle. J'espère qu'on aura répondu à un certain nombre de questions ou au moins suscité des interrogations. C'est aussi le but du jeu. Pas répondre à tout, ça serait trop facile. Et donc, voilà. En tout cas, pousser à réfléchir, c'est pas plus mal. Écoutez, très bonne journée à vous. Et je coupe. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.